J'ai 19 ans, j'ai commencé à prendre toutes sortes de drogues, j'en avais à peine 16. Je suis venu faire tester de la kétamine, j'en ai pas testé d'autres, peut-être dans le futur sûrement. Je voulais tester le dispositif, voir comment ça marchait, puis peut-être rencontrer des gens. Le programme XBT de Médecins du Monde a été créé pour appuyer les initiatives de réduction des risques qui se basent sur l'analyse de drogue. C'est un programme qui a été créé en 1999 par Médecins du Monde, en même temps que d'autres initiatives de réduction des risques et les missions REV par exemple. Médecins du Monde, en fait, quand on a développé les missions REV, donc c'était en 97, étaient engagés déjà sur les programmes d'échange de seringues et les bus méthadone, donc pour des traitements de substitution. Donc on a été interpellés en fait par une autre association d'usagers pour nous dire voilà, il y a des teufs qui se font, c'est des teufs qui étaient dans l'illégalité et il y avait apparemment de quoi de se poser des questions d'un point de vue santé, qu'est-ce qui se passe. Le constat, c'est qu'effectivement, il y avait des personnes qui venaient en milieu festif techno et qui consommaient des produits psychoactifs et qui n'avaient pas connaissance de leurs produits. Ces produits apparaissaient à l'époque comme aussi nouveaux, si je puis dire, dans le sens où les intervenants étaient plutôt habitués à principalement de l'héroïne, éventuellement de la cocaïne, mais pas des produits complètement de synthèse, comme de l'ecstasy notamment, ou de l'amphétamine. Dans beaucoup de drogues, on trouve souvent des produits de coupe psychoactifs, dont l'utilité est soit de masquer un effet, soit d'augmenter l'effet de la drogue, qui peut avoir des effets indésirables. Ouais. À partir du moment où ces personnes décident d'envisager ou de consommer une substance illicite, elles sont privées d'une information qui est liée au fait que ces substances soient illicites. Donc si je fais le parallèle avec une autre substance psychoactive qui est en vente pour les personnes majeures, l'alcool, on peut regarder la composition, quel degré d'alcool il y a, on va décider d'en prendre telle ou telle quantité. Les usagers de drogue sont de fait privés de cette information, a priori, qui leur permet de choisir en conscience et de manière éclairée. Et donc du coup, certaines de ces personnes expriment ce besoin et nous sollicitent pour pouvoir avoir accès à cette information qui leur manque. Et on considère que c'est une information de santé primordiale. Sachant aussi que les teufeurs en fait pratiquaient en fait déjà quelque chose que nous n'avons rien inventé, à savoir des réactions colorimétriques. Ils utilisent des réactions colorimétriques en utilisant un produit chimique qui s'appelle le marquis. Et donc il y avait déjà cet intérêt qui était présent par les teufeurs de vérifier comme ils pouvaient si ce qu'ils achetaient correspondait à leurs attentes. Donc pour aussi éviter, mais c'est la base de la RDR, d'avoir des effets négatifs liés à une consommation de produits, a été mis très vite en place le testing. On avait des stands donc clairement identifiés avec des gros logos, on avait des stands avec le matériel, les flyers, où on réalisait le testing. Et les gens le savaient, donc ils venaient. Il y avait souvent d'ailleurs une file d'attente. Moi, je faisais souvent la gestion de la file d'attente. Les gens, ils t'expliquaient. J'ai été sur un festival la dernière fois. J'ai pris un truc, ça n'a pas du tout été. J'ai été mal pendant 15 jours. Voilà, j'ai pas eu les effets de ça. Maintenant, je veux venir. Je vais passer 4 jours ici. J'achète. Je viens d'acheter là un comprimé. Je veux savoir. Si quelqu'un lui met des benzodiazépines dans sa cocaïne, il voudrait le savoir. Donc il faut qu'on s'assure que nos méthodes analytiques sont en capacité de détecter. Ce qu'on voulait défendre, c'était un outil fiable. On voulait que les usagers aient un vrai résultat fiable. Ce qu'on va utiliser ici, c'est la chromatographie sur couche mince, qui est une méthode qui a été décrite il y a des dizaines d'années et qui est fiable et dont on connaît les limites. On a aussi d'autres méthodes analytiques qui sont disponibles, par exemple l'HPLC, la chromatographie liquide haute performance, et qui peut nous permettre de quantifier en plus les molécules. Faire analyser ces drogues, ça permet d'avoir une interaction avec un professionnel de la réduction des risques, mais ça permet aussi d'avoir les bons conseils utiles. C'est-à-dire que quand tu fais analyser ton produit, on ne va pas parler que du produit, on va aussi parler de ta manière de vivre, dans quel état d'esprit tu es au moment de cette fête. Ça peut amener à des discussions qui partent beaucoup plus loin, parce que finalement elles se rendent compte qu'on peut apporter des choses auxquelles elles ne pensaient pas, ou que ça amène des questions auxquelles elles ne pensaient pas, et que ça vient vraiment un espace de parole. C'est toujours ce qu'on a
Ce qu'on a favorisé, ce qui est le plus important. Et c'est aussi comme ça qu'il y a des bénévoles qui nous ont rejoints. Des gens qui nous ont rejoints parce qu'on les a rencontrés en milieu festif, qu'on fait analyser leurs drogues, ils ont dit c'est super, je vais en parler à mes potes, comment on peut faire et ça. Effectivement, dans nos programmes, on a toujours associé les personnes. Et je dirais même pas qu'on les a associés, voilà, ils faisaient partie des programmes. La construction de ce programme XBT a été entièrement réalisée dans la rencontre avec les personnes. C'est autour de ces enjeux de santé, hein, il s'agit bien d'éducation à la santé, mais il s'agit bien aussi d'éducation pour les professionnels, pour mieux percevoir, mieux comprendre les effets, les méfaits, les modes d'usage, les raisons pour lesquelles une personne peut prendre certains produits à certains moments ou s'arrêter. Et puis moi en tant que professionnel, ça m'a permis aussi d'améliorer mes connaissances parce que il y a plein de choses que je ne savais pas. Et là, dans cette discussion, eh ben, effectivement, on voit bien que les savoirs expérientiels des usagers alimentent notre connaissance. C'est vraiment le croisement qui est des étudiants ou des personnes déjà diplômées, pharmaciens, médecins, géographes, sociologues, tuffeurs, usagers, tout type de profil. On n'aurait pas pu travailler comme on a fait si on n'avait pas eu des personnes avec ces profils-là dans nos équipes. Petit à petit, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait déployer des outils d'analyse de drogue de manière plurielle, dans des espaces pluriels, parce que les usagers sont pluriels, les usages sont pluriels et se déploient dans tous les espaces. On a commencé à un moment donné à faire des permanences dans des temps hors de la fête, à Parmentier dans nos locaux. Après, on a commencé à travailler en squat. Ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis d'amener des publics plus diversifiés et puis surtout d'être dans un temps différent du moment de la consommation. De manière concomitante, il y a eu l'émergence de demandes d'usagers, d'une part, mais aussi de partenaires, d'autres associations qui nous ont sollicités parce qu'eux-mêmes étaient sollicités par des usagers qui leur demandaient d'avoir accès à des outils d'analyse de drogue comme outil de réduction des risques. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas de cadre prévu pour ça. Donc on a inventé ce cadre, on a fait des conventions de partenariat pour pouvoir assurer une qualité des pratiques. Et petit à petit, c'est créé un réseau. Parce que le besoin était là. En fait, on ne l'a pas pré-pensé. Le réseau qui existe aujourd'hui, c'est créé de fait. C'est vrai qu'au tout début, on avait pensé, nous, une région, un labo. Aussi parce qu'il peut y avoir des spécificités régionales sur certains produits. Et puis aussi pour qu'il y ait une émulation des acteurs, qui est des entités qui ont un labo et puis qui fédèrent autour d'elles d'autres structures avec des usagers et qui puissent se rencontrer. À partir de 2016, quand la loi de santé elle est passée, du coup on a commencé à refaire des réunions et parler avec des partenaires pour pouvoir faire venir un labo sur la région. Voilà, donc l'activité elle a commencé, on n'était pas formé aux entretiens, on n'avait pas toute la logistique en fait ici, donc il a fallu tout mettre en place. Ça a donné lieu à des formations, on s'est déplacé en région. Et puis ça a donné lieu aussi à un partage de connaissances avec ces professionnels qui avaient des publics qui n'étaient pas forcément les nôtres. On s'est rapproché en 2016, on a signé une convention, on a été formé par Médecins du Monde aux entretiens de collecte et de rendu de résultats. Nous, on est une structure collectrice, c'est-à-dire qu'on collecte les produits pour les envoyer à Médecins du Monde. Aujourd'hui, le réseau il est national, donc sur le territoire français. Ça veut dire qu'il y a des CARUD, des XAPA et des associations qui travaillent en milieu festif. Il y a des régions en France qui sont plutôt assez pourvues en dispositifs d'analyse, ou plutôt le réseau est plutôt organisé. Et il y a d'autres régions qui sont un peu moins pourvues, voire totalement dépourvues de laboratoires de proximité. Donc il y a une vraie disparité. Il y a une vraie inégalité quelque part d'accès à l'analyse de drogue en France, malheureusement, parce que l'État, à l'heure actuelle, n'a pas encore déployé un plan stratégique déterminé. Donc c'est un de nos combats qu'on a défendu pendant ces dernières années. Par ailleurs, ce réseau est très mobilisé pour revendiquer, en tout cas porter un plaidoyer autour de politique des drogues en France. Donc l'analyse de drogue est un des fleurons, je dirais, de la réduction des risques, au même titre que le matériel d'injection, les centres d'accueil pour les personnes, la salle d'usage qui a été mise en place, les salles d'usage. Voilà.
c'est un fleuron parce qu'il va permettre d'interpeller et le grand public et les pouvoirs politiques d'une manière très posée, pragmatique et collective. Et c'est tout l'intérêt du réseau. L'analyse de drogue, en fait, cristallise toutes les ambiguïtés qu'on a sur la question de la réduction des risques. La réduction des risques est inscrite dans la loi de santé publique, mais on a toujours la loi pénale, avec la fameuse loi de 70. À chaque fois sur la réduction des risques, ça fait partie de vos missions, c'est ce que vous devez faire. Donc en fait, on met les professionnels ou les bénévoles en position de dire « vous devez faire ça », parce que c'est inscrit dans vos missions. Et de l'autre côté, de dire, mais attention, c'est incitation à l'usage. Toujours la question de la morale derrière. Il faut sans cesse rappeler que la question de la réduction des risques, c'est de la réduction des risques. C'est un enjeu de santé publique. C'est-à-dire qu'on avance et qu'on n'est pas en train de faire l'apologie de quelque chose. On est en train juste factuellement de donner les moyens aux personnes d'agir pour améliorer en fait leur santé. Les relations avec les forces de l'ordre ont toujours été à géométrie variable. Alors, une très bonne entrée, on a pu travailler directement au ministère de l'Intérieur dans l'organisation des événements qui étaient tolérés. Par ailleurs, quand on arrivait sur le terrain, on avait affaire à des forces de l'ordre qui étaient dans leur rôle de contrôle d'accès au site, évidemment de la détention de produits psychoactifs. Et à ce titre, on a toujours été contrôlés tout autant que les teufeurs, que les participants aux événements festifs. Bon, nous, on agit forcément dans le cadre de la loi, dans le cadre de ce qui est autorisé. Par exemple, pour la CCM, les collecteurs ne touchent jamais le produit. Nous, on ouvre un tube et c'est l'usager qui met le produit dedans pour l'autre programme synthèse. Là, on a des cartes qui nous permettent de transporter du produit, quoi. Mais tu vois, c'est des connaissances qui sont assez spécifiques. Donc forcément, quand il y a un flic qui arrive et qui voit ça, il n'est pas au courant de ça. Il peut pas être au courant de toutes les lois et de tous les programmes qui existent dans chaque truc hyper précis. Donc ça fait un peu des étincelles. Donc tu vois, la sensibilisation, elle va pour les usagers aussi, mais elle va aussi pour les forces de l'ordre, quoi. La vraie problématique de tout ça, c'est la représentation que les personnes ont de l'usage de produits psychoactifs. Il y a une stigmatisation, une moralisation autour de ça qui fait que on considère que la personne est un délinquant, qu'elle ne fait pas les choses comme il faudrait les faire. Voilà, c'est à ça qu'on s'est heurté. Donc après, bien évidemment, on est rentré sur cette phase de transfert et le réseau, il a pu se réunir 4 ou 5 fois en 2020. On a travaillé ces dernières années à la formalisation de ce réseau depuis 1 an et demi, 2 ans, avec le concours de la Fédération Addiction et tous les partenaires qui souhaitent s'inscrire dans un partage de compétences, de connaissances. Finalement, l'intérêt, c'est qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent accéder à cet outil de réduction des risques. Que ça ne soit pas uniquement des associations plus militantes ou plus engagées qui décident de s'impliquer, mais que petit à petit, on arrive à avoir une couverture régionale, territoriale, équitable. Si on structure aujourd'hui ce réseau d'une manière collégiale, on se dit aussi que demain, on continuera l'expertise ou l'expérience de XBT, qu'on va s'approprier et que nous, on va pouvoir continuer à faire vivre. Alors pour moi, ce qui est remarquable dans cette histoire-là, moi je suis arrivée en 2002 sur ce programme-là, on avait un dispositif brinque-ballant qui était un peu de l'ordre du bricolage. Et aujourd'hui, on a un réseau de partenaires, plus de 80, sans doute que je ne sais pas le chiffre exact, sur la France, qui développent des dispositifs et qui proposent l'analyse de drogue. On arrive à s'adresser à des structures qui s'adressent à des gens très précaires et très éloignés du soin, chose que d'autres pays ne font pas. Il y a beaucoup de dispositifs d'analyse de drogue qui s'adressent uniquement au milieu festif et beaucoup moins aux gens qui sont précarisés. Sur le plan national, en France métropolitaine, il n'y a jamais eu autant d'analyses de drogue qui ont été réalisées que ces dernières années. Plus on met à disposition un outil de réduction des risques pertinent, plus il est utilisé par les usagers, ce qui donne un indice sur la pertinence de l'outil quand même. Donc il y a eu quand même des très belles réussites là-dessus, à savoir que de région en région, on peut voir comment un produit circule, s'il pose des problèmes de santé à un endroit, il y a des trajectoires de circulation de produits. Et pour le coup, on peut prévenir nos partenaires de manière à ce qu'ils sachent que tel produit est très fortement dosé ou tel autre est coupé avec des produits très délétères. Aujourd'hui, on a obtenu du coup la reconnaissance du dispositif d'analyse des drogues. Il reste l'importance de voir le financer, d'avoir des moyens, ce qui n'est pas encore le cas
complètement aujourd'hui. Il y a quelques agences régionales de santé qui financent des petits bouts de dispositifs, mais c'est pas généralisé. La base, elle est plantée. La base, elle est plantée, elle est prête. Maintenant, il faut communiquer dessus. Il faut que, au moins, les usagers de produits soient au courant qu'ils puissent faire des analyses. Il y a beaucoup de tabous autour des drogues et l'analyse de drogue est un des outils qui permet de lever ces tabous et de pouvoir entamer des dialogues pour pouvoir un petit peu mieux éclairer certaines personnes.